tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, il fut excellent même parce que je n'ai rien fait. Je suis restée à la maison, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai couru et j'ai lu. Et franchement, c'était parfait. Ça m'a fait trop du bien d'avoir un week-end où j'ai pu rester à la maison et faire juste ce que j'avais envie. Et donc, majoritairement faire quand même de la grosse farniente. Et ça, waouh, ça fait vraiment du bien. D'autant plus que j'ai bien lu ce week-end. Mais je vous ai parlé de toutes mes lectures dans le précédent vlog. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite fortement à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Et vraiment, je vous invite à aller le voir parce que je vous parle de plein de bouquins et notamment de la conclusion d'une saga pépite, pas du tout piqué des hannetons. Vraiment, c'était d'excellentes lectures et donc du coup, bah voilà, pour savoir de quelle saga je parle et de quel livre plus précisément, vous savez où aller. Sinon, dans le précédent vlog, j'ai également conclu sur ma lecture en cours que j'ai commencé ce matin dans le bus. Il s'agit de Felicita de Serena Giuliano. Dans Felicita, on va suivre Valentina, qui est wedding planeuse, qui travaille à Milan et au lac de Côme. Et Valentina, on la prend dans... Voilà, c'est une tranche de vie, hein, Felicita. Et on découvre Valentina dans un moment pas très chouette de sa vie. Parce que Valentina, elle est en plein deuil. Elle vient de perdre sa meilleure amie d'enfance avec qui elle a tout partagé. Elle est d'ailleurs marraine de la fille de cette amie en question, qui est toute petite, qui n'a même pas 1 an et qui pourtant vient de perdre sa maman. Et voilà, donc on suit Valentina dans les premières semaines / premiers mois de sa nouvelle vie, hein, sans sa meilleure amie malheureusement, et donc on voit comment elle fait face à ce deuil. J'avoue que je trouve la thématique assez intéressante, donc de parler du deuil, mais pas familial, cette fois-ci du deuil amical. C'est pas une thématique qui est souvent abordée, je trouve, et c'est vrai que ça me fait réfléchir un petit peu dans mon quotidien. D'ailleurs, hein, quand je regarde par exemple les jours de congé exceptionnels qu'on peut avoir au travail pour assister à l'enterrement d'une personne, c'est souvent dans sa famille proche ou dans la famille de son conjoint qu'on peut prendre congé, mais il n'y a pas moyen de prendre congé pour le deuil d'un ami. Et donc si on veut malheureusement assister à ce genre d'événement assez tragique, faut prendre congé. Et c'est vrai que c'est dingue en fait de remarquer qu'en fait le deuil amical n'a pas beaucoup de place dans la société, tout comme d'ailleurs le deuil pour les animaux de compagnie. Alors je sais, là on est sur 2 sujets complètement différents, mais ça me fait gamberger, voilà, ce bouquin et notamment les thématiques abordées. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du mal que ça fait de perdre un ami proche, quoi, avec qui on a partagé énormément de choses. Alors certes, on ne partage pas le même ADN et on ne partage pas le même sang, mais on partage d'autres choses qui est parfois même beaucoup plus solide et soudé, enfin du verbe souder, quoi, enfin qui soude beaucoup plus que justement les liens du sang. Donc voilà, donc je trouve cette thématique abordée très intéressante. Alors c'est vrai que Serena Giuliano, moi souvent quand je sors un livre de cette autrice, c'est pour passer un bon moment, pour voyager en Italie, découvrir sa culture et sa gastronomie. On va à chaque fois dans une région différente, donc ça me permet de m'évader dans des coins d'Italie que je ne connais pas. Mais surtout, souvent quand je sors un Serena Giuliano, c'est plus pour le côté feel good. Alors comment vous dire que là, démarrer le roman sur quelqu'un qui est en plein deuil, je trouve ça assez... ça change en fait. Je vais pas dire que ça me perturbe parce que c'est pas le cas, mais je trouve que ça change par rapport aux autres livres de Serena Giuliano que j'ai lu. J'en ai lu 4 jusqu'à présent, et même si chaque bouquin aborde à chaque fois une thématique assez lourde, assez importante, voilà, une thématique quand même qui pèse un petit peu et qui n'est pas facile à aborder, y a toujours ce ton hyper léger, voilà, qui entoure ces histoires, et la thématique elle est abordée sur l'entièreté du roman. On sent dès le départ avec les personnages que voilà, ils vivent un moment qui n'est pas très cool, ou qui sont à un moment charnière de leur vie, de remise en question, etc. Et du coup la thématique va être un petit peu plutôt abordée un petit peu plus tard, enfin ça va être un petit peu le fil rouge du roman, mais la thématique on la découvre un petit peu plus tard. Là on est directement les pieds dans le plat.
C'est vrai que du coup, c'est marrant de retrouver la plume qui est quand même assez légère, assez fraîche et teintée d'humour de Serena Giuliano avec une thématique aussi grave et aussi solennelle, si je puis dire, dès le début. Donc je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a du coup un petit décalage comme ça. Mais je suppose que le roman va se développer comme à son habitude, donc avec plein de fraîcheur, plein de bonne humeur, plein de beaux sujets, plein de beaux messages et de belles réflexions qui vont quand même faire de ce roman un roman feel good malgré la thématique un petit peu macabre du début. Voilà, donc j'ai lu 40 pages sur 228. C'est ça. Donc voilà, j'en suis qu'au début, donc je peux pas non plus trop en dire, mais c'est vrai que... Enfin, je peux pas non plus donner un avis voilà, extrêmement détaillé, mais voilà, ça me fait plaisir de retrouver la plume de Serena Giuliano, que j'aime beaucoup. J'aime surtout son humour, elle a un humour très sarcastique et assez particulier, mais moi, ça fait totalement le taf avec moi. Et j'ai donc hâte, en fait, de poursuivre cette aventure assez particulière avec Valentina et de voir comment elle va se reconstruire pour faire face au deuil et à la perte de sa meilleure amie. Voilà donc pour ma lecture en cours et écoutez, ma foi, c'est déjà là-dessus que je vais clôturer le premier rush de cette semaine. Je vais aller continuer ma lecture parce que, pour la petite anecdote, je n'ai pas cours de japonais. Aujourd'hui, c'est les vacances à l'institut. Et donc, du coup, comme je n'ai pas cours de japonais et qu'on est lundi, c'est le retour exceptionnel du lundi. Petit bain, routine skincare et lecture. Et donc, je m'en vais de ce pas faire couler mon bain pour faire un bon petit plouf-plouf et pouvoir continuer mon livre parce que voilà, du coup, je vais pouvoir lire aujourd'hui et je compte bien en profiter et aller jouer au petit canard dans mon bain. Voilà, bon, allez, c'est là-dessus que je clôture le premier rush de la semaine et je vous dis donc à plus tard. Mercredi aujourd'hui, j'ai été courir, j'ai pris ma petite douche, j'ai fait ma petite routine skincare quotidienne et je suis donc prête pour vous reprendre dans cette semaine de vlog afin de vous donner mon avis final sur Felicita de Serena Giuliano que j'ai terminé aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu déçue par rapport à ce livre. C'est le 5e que je lis de Serena Giuliano. Les 4 livres précédents que j'ai lus, ça avait été à chaque fois, non pas des coups de cœur, mais quand même des super belles lectures, parce que je trouve que Serena Giuliano a toujours l'art de nous offrir des romans assez légers, assez feel good, avec quand même des thématiques assez importantes, assez fortes, qu'elle traite certes de manière légère, mais avec toujours un très beau discours qui fait réfléchir et qui fait grandir ses personnages, qui sont, à chaque fois qu'on les
qu'on les découvre au tout début du roman, ils sont toujours à un moment charnière de leur vie, à un moment de transition, et on va les voir comme ça évoluer jusqu'à la fin de ce moment charnière, la fin de leur transition vers un nouvel élan, vers une nouvelle vie, dirons-nous, où ils vont un petit peu régler tous des petits problèmes personnels pendant tout le temps où on va être avec eux. Et à chaque fois comme ça, en fait, on va évoluer avec ces personnages qui vont rencontrer d'autres gens, qui vont leur sortir des discours, alors à chaque fois très bienveillants, très feel-good, très gentils. Enfin voilà, on est un peu dans le monde des bisounours dans les romans de Serena Giuliano, mais ça va quand même être des dialogues qui sont intéressants à suivre et qui sont parfois même, je trouve, on peut tirer des belles citations de ces rencontres, etc. Sauf que là, en fait, j'ai trouvé que c'était pas le cas avec Felicita. Donc on est avec Valentina qui est en plein deuil amical vu qu'elle vient de perdre sa meilleure amie. Et finalement, en fait, alors oui, à la fin du roman, elle semble un petit peu plus apaisée qu'au début, mais c'est normal, le temps... il y a 1 an, je pense, qui est passé entre le début du roman et la fin, ou presque 1 an. Et donc forcément, bah oui, le temps a fait son œuvre, mais j'ai pas l'impression d'avoir suivi véritablement l'évolution de Valentina. Je trouve que cette thématique, elle a pas été assez bien abordée, je trouve qu'elle a été un petit peu bâclée du coup, et je ressors de ce roman avec vraiment la sensation de... ouais, je sais pas, en fait, cool. J'ai vécu un moment, presque 1 an avec Valentina, j'ai suivi son quotidien et voilà. Et en fait, au-delà donc, du deuil amical, Serena Giuliano va aborder d'autres choses. Notamment, on va suivre 3 personnes qui désirent se marier parce que Valentina, elle est wedding planeuse. Et donc, du coup, on va la suivre à travers 3 saisons et 3 couples phares du mariage, enfin, qui vont se marier, quoi. Avec à chaque fois leurs points positifs, leurs points négatifs et tous les rebondissements qu'il peut y avoir autour de ces différents mariages. Et du coup, elle abordait à chaque fois des thématiques différentes. Qui du coup étaient hyper vite abordées, hyper vite conclues. Et en parallèle, en plus de cela, il y avait une thématique personnelle au niveau de Valentina qui est dans une situation familiale assez particulière et on va apprendre qu'elle a... Voilà, j'essaie de pas trop en dévoiler pour pas vous spoiler, mais bref, on va apprendre qu'elle est un petit peu... on sent dès le début qu'elle cache un petit peu quelque chose parce qu'en fait, une personne l'appelle en numéro masqué et elle rejette toujours l'appel de cette personne parce qu'elle sait qui l'appelle et elle ne veut pas parler à cette personne. Et donc on s'interroge dès le début, est-ce que c'est, je sais pas, son amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle a rompu? Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille qu'elle ne veut plus voir? Est-ce que c'est une amie, une cliente, quelqu'un de sa société? Enfin bref, on s'interroge un petit peu sur l'identité de cette personne et à la fin, on sait qui est cette personne. Et de nouveau, on a une nouvelle thématique un petit peu dramatique qui est abordée. Et donc, j'ai trouvé en fait que ce roman était brouillon parce que il y avait cette thématique de deuil général et puis toutes ces autres petites thématiques qui se sont greffées en fait à la trame principale. Mais le roman est tellement court, il fait 200, je sais pas, 220 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 228 pages, donc c'est vraiment quand même assez court. Et pour avoir en fait toutes ces thématiques dans 228 pages, j'ai trouvé que en fait c'était beaucoup trop pour un roman aussi court. Et du coup, toutes ces thématiques ont été abordées de manière très superficielle, de manière très brouillonne. Et donc du coup, t'arrives à la fin du roman et ça donne un côté qui n'est pas abouti. Et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment un sentiment un peu de... ouais, de trucs pas finis, d'être en fait arrivé juste à la moitié du roman, qu'on ne m'a pas livré la fin et qu'il manque quelque chose à l'histoire et je ressors de ce roman assez mitigée et un petit peu déçue, pour tout vous avouer. Donc voilà, assez étonnée de Serena Giuliano. J'ai préféré franchement ces 4 autres livres avec un coup de cœur pour Luna que j'avais beaucoup aimé et qui est à ce jour, qui reste à ce jour mon roman préféré de l'autrice. Mais voilà, Felicita pour moi c'est le moins bon des 5 que j'ai lus. C'est le moins abouti, c'est celui qui m'a fait le moins voyager, c'est celui qui m'a fait le moins ressentir des émotions. J'ai toujours... Par contre, j'ai bien ri. Alors, j'ai pas ri à gorge déployée, mais c'est vrai que l'autrice, elle a un certain humour. Moi, c'est un humour qui matche totalement avec ma personnalité. J'ai bien aimé parfois les réactions de Valentina, même si à la longue, tu te dis, bon, ok,
c'est un peu lourd. À la fin, les réflexions, le sarcasme, les petites blagounettes parfois qu'elle fait, c'est vrai qu'arrivé à la fin du roman, j'étais contente de le terminer parce que je me dis oui bon, ok ça va, mais la vie n'est pas non plus faite que de blagues et de sarcasme. Donc ça, j'ai quand même retrouvé le côté assez drôle, mais d'habitude dans les romans de Serena Giuliano, j'ai aussi le cœur qui se serre, j'ai parfois la larme qui me monte à l'œil parce qu'elle a, elle a ce talent voilà, de transmettre des émotions, de transmettre des belles choses qui, moi personnellement m'émeuvent, je crois qu'on dit ça comme ça, qui m'émeuvent, oui, qui m'émeuvent, enfin bref, vous avez compris, qui font monter en moi des émotions, quoi. Voilà, et là en fait dans Felicita j'ai pas du tout ressenti les émotions, j'étais plutôt assez neutre du début à la fin. Elle n'a pas réussi à titiller mon empathie, à titiller mes émotions, donc voilà, pour moi je trouve que c'est le roman qui est le moins abouti pour l'instant. Après, ça ne m'empêchera pas de continuer à acheter les livres de l'autrice et à les lire parce que c'est quand même mon rendez-vous annuel de l'été que j'aime beaucoup. Et bah voilà, cette fois-ci, ça ne l'a pas fait avec moi, mais ce ne sera pas du coup un roman complètement éliminatoire et je n'éliminerai pas les livres de Serena Giuliano de ma wishlist. Je continuerai à les lire avec grand plaisir. Et puis même si les prochains romans que je vais lire ne sont peut-être pas aussi qualitatifs que ceux que j'ai déjà lus, ça reste des romans qui se lisent vite, qui se lisent bien. 228 pages, franchement, je l'ai lu en 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Sachant que je le lis principalement sur le chemin du travail, donc voilà, en 5 trajets de bus, c'était fait. Après, il y avait quand même mardi, il y avait des bouchons, des très très gros bouchons. J'ai mis plus d'1 heure à rentrer chez moi, donc forcément, ça m'a permis d'avaler une très très grosse partie du bouquin. Mais bref, tout ça pour dire qu'en quelques trajets de bus, ce roman se termine et voilà, donc même si les prochains ne sont pas à la hauteur des autres, je continuerai quand même à les lire, c'est mon petit rendez-vous annuel que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour mon avis final sur Felicita de Serena Giuliano. En rentrant à la maison, attendez, je vais poser ça là. En rentrant à la maison, comme j'avais terminé Felicita dans le bus, j'avais pas nécessairement envie de me replonger tout de suite dans un roman parce que je souhaitais aller faire donc mon petit sport et j'ai donc sorti une BD pour voilà, en attendant d'aller enfiler mes baskets et de courir et j'ai rangé un petit peu ma palle en fait tout à l'heure et donc du coup je suis tombée sur la dernière BD de Philippe Geluck que j'ai dans ma palle. J'en avais acheté plein l'année dernière au festival du livre de Bruxelles. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ce salon. Oui, festival du livre de Bruxelles. Enfin, le gros salon littéraire bruxellois, quoi. Voilà, j'en avais acheté plusieurs et c'est le dernier qui me restait. C'est donc la Bible selon le chat, donc avec comme auteur Philippe Geluck et Dieu. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est qu'elle est divisée en fait en 2 livres. Voilà, on a... attendez, parce que j'ai pas envie de faire tout tomber. Hop, oui, je sais, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà, donc c'est divisé en 2 livres, livre premier et livre second, un petit peu comme la Bible en fait, avec le Nouveau et l'Ancien Testament, plutôt l'Ancien Testament et puis le Nouveau. Sauf qu'ici en fait, ça va être une réinterprétation majoritairement d'une partie de l'Ancien Testament par Philippe Geluck, donc comme si le chat pardon était Dieu. Et donc dans le premier livre, on va suivre principalement la création du monde, et dans le deuxième, on va suivre l'arrivée des hommes sur Terre et la continuité donc avec Noé, etc. Et puis ça se conclut, je sais plus trop comment, je vous avoue. Oui, ça conclut avec le chat qui vient donner ses 11 commandements à Philippe Geluck, qui est du coup la personne une personne de confiance issu du peuple que je désignerai et qui sera mon représentant sur Terre. Et donc, plutôt que d'avoir Jésus, hein, ce sera Philippe Geluck qui va donc recevoir les 11 commandements. Alors c'est normalement Moïse qui reçoit les 10 commandements, enfin bref. Mais du coup, voilà, le représentant sur Terre, l'équivalent un petit peu de Jésus et slash fusionné avec Moïse, c'est donc Philippe Geluck et Dieu lui demande donc de perpétuer sa bonne parole, blablabla, enfin voilà. Ça se clôture comme ça.
C'est une autre façon de faire ici au niveau de la composition de la BD, parce que d'habitude les BD de Philippe Geluck c'est des petits sketchs, donc c'est une page avec 5 sketchs, ou alors une page entière avec une planche de sketch, etc. Mais pas plus, c'est vraiment des blagues pop, 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 pop. Ici c'est une histoire continue, donc ça change un petit peu au niveau du rythme, ça change au niveau de la composition, ça change au niveau de la lecture également. J'avoue que j'ai un petit peu moins aimé ce style. Je préfère Philippe Geluck dans des sketchs beaucoup plus courts, beaucoup plus punchy. Je trouve que son humour ressort beaucoup plus dans ce genre de composition de BD. Ici, une BD plus continue, c'était agréable, ça change, mais j'ai moins, je sais pas, j'ai moins accroché. Après, ça touche une thématique spéciale, hein, la Bible, ça touche à la théologie. Alors, c'est pas du tout ça qui m'a refroidi, étant donné que moi, j'ai fait des études de théologie en parallèle de mes études d'histoire de l'art. J'adore la religion, surtout la religion catholique, enfin chrétienne plutôt. Et voilà, donc je trouvais que c'était une chouette réinterprétation, c'était drôle, les thématiques m'ont bien plu de ce point de vue-là. Mais je sais pas, au niveau de l'humour, alors Philippe Geluck a un humour particulier, ça frise avec le politiquement correct, ça frise avec le sexuellement correct, ça frise avec la misogynie, enfin voilà, c'est vraiment un humour très noir qu'il a l'auteur. Ça ne me gêne pas. Non plus, parce que moi c'est l'humour qui fonctionne totalement également avec moi. J'ai un humour très potache, un humour très pipi caca prout et un humour très très noir, voilà, donc mon spectre de l'humour est assez varié, mais quand même c'est toujours dans un truc, enfin dans une direction assez particulière. C'est également la direction que prend l'humour de Philippe Geluck, hein, c'est un petit peu la même chose, le burlesque, le pipi caca prout et l'humour noir, mais je sais pas, ici j'ai passé un bon moment. C'était agréable à lire, mais je préfère ces BD beaucoup plus classiques avec des sketchs beaucoup plus courts, beaucoup plus punchy, que je trouve beaucoup plus drôles, où il joue beaucoup plus sur les mots, où vraiment certaines planches, ou en tout cas certains sketchs de ces autres BD me demandent parfois de poser le bouquin et de réfléchir parce que je comprends pas parfois le jeu de mots, ou j'ai besoin de relire le sketch à 2 fois pour comprendre le jeu de mots, pour comprendre les subtilités, etc. Ici c'était un petit peu plus facile de compréhension, ça restait très drôle, mais voilà, c'était sympa à lire, mais c'est pas ce que je préfère au niveau de l'auteur. Donc je suis contente d'avoir ce livre dans ma collection, parce que maintenant ça me fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ? Ouais, 24 tomes du coup que j'ai de Philippe Geluck dans ma palle. J'aime beaucoup beaucoup cet auteur, hein. Comme je dis, j'aime bien son humour, en plus il est belge, donc voilà, c'est patriotique, hein. Mais bon, celui-là m'a plu, mais moins que les autres, donc somme toute chouette lecture qui m'a fait passer un bon moment, mais qui n'a pas non plus transcendé ma vie de lectrice, quoi, vous l'aurez compris. C'est la Noémie du montage, je vous reprends car je ne suis pas à 100% satisfaite de l'avis lecture que je vous ai livré ici dans ce rush. Je trouve qu'il manque un petit peu de précision. En fait, je suis moins emballée par cette BD, c'est surtout à cause du rythme. Je trouve qu'il y a un rythme qui est très inégal tout au long de cette BD. Philippe Geluck est connu pour ses BD qui reprend des strips, majoritairement en 3 cases ou en 1 case. Et en fait, toutes ces blagues sont rapides, straight to the point, et n'ont en fait aucun lien entre elles. Au niveau du sujet, au niveau de la thématique. C'est vraiment voilà, plein de strips ajoutés plic-plac-ploc comme ça sur les pages, sans lien. Et on passe comme ça d'un sujet à un autre en fonction de ce qu'il y a sur les planches. Or, ici, c'est complètement différent. On est sur une BD continue, une longue histoire dont la trame narrative doit avoir de la cohérence. Et en fait, Philippe Geluck a tellement un humour au sujet vaste et varié, allant du politiquement correct au racisme, à la misogynie, etc., qu'il ne peut pas se permettre ici d'aller d'un sujet à l'autre comme ça. Il doit trouver un moyen de lier les différentes blagues entre elles pour garder un récit cohérent. Et pour cela, en fait, il va ajouter des blagues qui vont servir d'intermédiaires pour aller d'une bonne blague à une autre. Mais ces blagues intermédiaires, en fait, je les ai trouvées beaucoup moins pertinentes, beaucoup moins drôles. Et du coup, en fait, je trouve que ça a un impact sur le rythme de la BD qui va osciller en permanence entre éclat de rire, bonne blague et des trucs qui tombent un petit peu à plat.
ou en tout cas des blagues auxquelles j'ai beaucoup moins accroché. Et en fait, c'est justement cette variation de rythme qui ne m'a pas conquise ici. Donc voilà donc pour mon avis sur la petite lecture que je me suis casée entre le Felicita et le livre que je vais donc commencer ce soir, qui est ce livre-ci. Donc c'est le 3e tome de la saga Les Sœurs Mitford Enquête, un parfum de scandale de Jessica Fellowes, je pense. Fellowes, ça fait un peu trop belge, non, la prononciation. Et je pense que l'autrice est anglaise, britannique. Enfin voilà, qu'elle vient de la petite île de la Grande-Bretagne, là. Et alors ça, c'est le 3e tome d'une saga, une saga que j'avais commencé en 2021, il me semble. Ouais, en 2021. On en avait beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, je les avais lus assez rapidement, en 2021, il me semble. Alors, c'était pas une saga qui m'avait transcendée, qui révolutionne le genre du cozy mystery, etc. Mais je me souviens que j'avais bien aimé et j'avais acheté du coup le tome 3 une fois qu'il était sorti en format poche. Et pour une raison que j'ignore, il s'est un petit peu perdu dans les méandres de ma palle, les profondeurs de ma palle, parce que voilà, j'ai bien accumulé ces dernières années. Je vous ai déjà montré ça en vlog, mais c'est vrai que ma palle a vachement augmenté. Et du coup, c'est vrai que celui-là était toujours un petit peu resté voilà, dans un petit recoin sombre. Et en fouillant ma palle tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas sortir ce livre. C'est mon mari qui a en réalité choisi ce bouquin. Je lui ai sorti 3 Cozy Mystery de ma palle, je lui ai demandé de choisir et son choix est tombé donc sur celui-ci. Alors, je me souviens plus trop des histoires des 2 précédents tomes. Je sais qu'à chaque fois c'est une enquête à part, donc on n'a pas vraiment besoin de lire la saga dans l'ordre. À chaque fois, chaque tome peut se lire de manière totalement indépendante. On a cependant des personnages récurrents, la famille Mitford, notamment les sœurs Mitford, mais de ce que je me souviens, le titre est extrêmement trompeur, vu qu'on nous vend, voilà, les sœurs Mitford enquêtent, et en réalité, c'est pas du tout les sœurs Mitford qui enquêtent, mais leur bonne, leur servante, leur je ne sais plus trop quoi. Je sais plus quel titre elle a cette demoiselle, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est au service des Mitford, qui va en réalité mener l'enquête. Et que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, c'était extrêmement mensonger, parce que la famille Mitford est seulement là pour donner un cadre en fait à l'histoire, où on va osciller du coup entre les personnes de la haute société grâce à la famille Mitford qui sont des aristocrates, et également avec le monde des domestiques grâce à leur servante qui, elle, est en réalité la vraie personne qui va mener l'enquête, avec, il me semble, un policier du coin, ou voilà, je ne sais plus exactement l'histoire des 2 précédents tomes, mais je me souviens juste que le titre Les Sœurs Mitford Enquête, c'est une totale arnaque, et que c'est ouais, donc je sais plus comment elle s'appelle. Louisa Cannon, voilà, ancienne confidente et chaperon des sœurs Mitford. Voilà, et ben c'est elle, la petite Louisa, qui va en réalité mener l'enquête, et pas du tout les sœurs Mitford. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce 3e tome, un parfum de scandale. Je vois qu'on est en 1929, donc voilà, dans l'entre-deux-guerres, c'est un petit peu Downton Abbey vibes. Et je me souviens que sans être des lectures mémorables, j'avais passé un bon moment en lisant les 2 premiers tomes, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce 3e tome. Et d'ailleurs, bah écoutez, je vais vous laisser, ainsi je vais pouvoir me faire un petit thé et commencer du coup ce 3e tome. Bah je vous dis donc à plus tard.
retrouve, on est aujourd'hui le lundi 4 mai, May the 4th be with you, hein, pour les petits geeks parmi vous. Je vous reprends pour clôturer cette semaine de vlog. Alors je ne vous aurais pas repris pendant ce long week-end prolongé parce que j'ai bien profité de ne rien faire en réalité. Je suis restée chez moi, j'ai lu. J'ai également été courir, on a fait un petit peu de shopping avec mon mari et je n'avais pas nécessairement envie de reprendre la caméra. Voilà, j'avais envie pour une fois de la faire chillouse, pépouze et comme je vous l'ai dit, du coup j'ai bien lu ce week-end parce que j'ai terminé Un parfum de scandale de Jessica Fellows. Il me semble que je l'ai terminé samedi, donc je l'ai commencé quoi, jeudi peut-être ? Oui, je pense, enfin je sais plus, mais en tout cas, ça s'est assez vite lu, et heureusement parce que bon Dieu, que je me suis ennuyée avec ce bouquin. Mais avant, déjà, de quoi ça parle Un parfum de scandale, qui est une enquête, qui fait partie de la saga Les Sœurs Mitford, enquête de Jessica Fellows. On va suivre donc Louisa qui était au service de la famille Mitford mais qui a décidé de voler de ses propres ailes parce qu'elle veut un petit peu s'émanciper de sa fonction de domestique. Voilà, elle va un petit peu évoluer dans la société parce qu'ici on est dans une société d'entre-deux-guerres. Le roman s'ouvre en 1929 et donc Louisa a quitté la famille Mitford mais malheureusement elle n'arrive pas à trouver un travail qui va lui permettre de sortir de sa condition et elle va, pour arrondir les fins de mois, travailler comme serveuse lors de réceptions mondaines au sein de la bonne société londonienne. Et lors d'une soirée chez la famille Guinness, une jeune servante tombe à travers la verrière qui surplombe une salle de bal et décède sur le coup. Voilà, c'est comme ça que s'ouvre le roman. Ensuite, on va... un an plus tard, Diana, qui est la troisième sœur de la famille Mitford, va épouser Monsieur Guinness, donc le fils de ceux qui ont fait la soirée un an plus tôt, et elle recherche une femme de chambre, et comme elle connaît très bien Louise et qu'elle a confiance en elle, elle va lui demander de rentrer à son service. Au début, Louise est pas trop chaude parce que elle a envie de s'émanciper de sa condition, mais elle se dit que voilà, femme de chambre, c'est pas mal, elle va pouvoir avoir le gîte et le couvert gratuit, avoir des bons gages, patati patata, et donc elle entre au service de Diana Mitford, devenue Madame Guinness. S'ensuivent, donc l'histoire va se dérouler donc entre 1929 et 1932, et pendant ces 3 années, il va y avoir plusieurs meurtres, ou en tout cas, excusez-moi. Il va y avoir plusieurs incidents, des morts pas par empoisonnement, mais à cause d'une allergie. Voilà, puis il y a une dame qui va se suicider, une autre qui va mourir par manque d'opium. Il va y avoir plein de morts qui vont ponctuer comme ça l'entourage de Diana Mitford slash Guinness. Et puis Louisa, elle va quand même se rendre compte que c'est assez suspect et elle va commencer à enquêter et elle va remarquer qu'effectivement les morts ne sont pas si accidentelles que ça. Pareil pour les suicides, c'est pas aussi facile que l'on peut le croire et qu'il y aurait quelqu'un derrière tout ça qui veut du mal aux jeunes du gratin de la noblesse et de la haute société londonienne, tout ça. Voilà, donc on va suivre vraiment Louisa qui est elle au service de Diana Mitford slash Guinness et voilà, en gros la trame de l'histoire. J'ai pas vraiment apprécié ce livre, je l'ai trouvé vraiment chiant parce qu'en fait l'enquête elle passe non pas au 2e plan, non pas au 3e plan, parce qu'on est dans un cozy mystery, donc on sait que le cozy mystery c'est plutôt, on est dans un village, on suit un petit peu la vie des gens, tout ça, et l'enquête elle passe toujours au 2nd plan. Sauf que là, c'est même pas au 2nd plan qu'elle passe l'enquête, c'est au 3e, 4e, voire 5e plan, parce qu'on va principalement suivre toute la société anglaise, et notamment Diana Mitford, qui est vraiment, capricieuse. Voilà, c'est pas un personnage que je trouve extrêmement chouette à suivre parce qu'elle est vraiment,
voilà, elle sait d'où elle vient, quoi, voilà. Donc en plus, elle a épousé un Guinness, donc ceux de la bière, hein. Donc forcément, elle a épousé un homme super riche, et donc, bah voilà, c'est une petite capricieuse qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui a tout ce qu'elle veut autour d'elle, et qui, du coup, méprise un petit peu tout et tout le monde, sauf les personnes de son rang. Et puis même, il y a pas mal de personnes qui décèdent autour d'elle dans son cercle amical intime, et en fait, la nana, elle a l'air d'en avoir absolument rien à faire. Il y a vraiment des morts tragiques, et puis, bah, limite, 2 jours plus tard, elle s'en va danser, et bourrer la figure au champagne, voilà. Enfin bref, donc vraiment une nana complètement insupportable à suivre. Et en fait, le titre également de cette saga de Cozy Mystery, donc les sœurs Mitford Enquête, c'est vraiment un titre mensongeur, parce que bien qu'on soit au niveau du cadre, au sein de la famille Mitford, qu'on va suivre à chaque fois, à chaque tome, on va suivre une sœur de la famille, bah en fait, elles n'enquêtent pas du tout, elles servent juste d'excuses pour placer l'histoire dans un certain cadre, donc déjà dans un cadre temporel, donc au début du XXe siècle, et également pour pouvoir osciller entre bah, le gratin de la société, la noblesse et les personnes assez riches de la société londonienne au début du XXe siècle, et pour pouvoir également, grâce à Louisa, bah, aller dans les rangs inférieurs, quoi, donc au sein de la société travailleuse, voilà, tout ça. Et en fait, les sœurs Mitford servent juste d'excuses pour l'intrigue, mais en aucun cas, elles vont enquêter. La personne qui enquête, et encore enquêter c'est un grand mot, c'est Louisa, qui est donc au service de la famille Mitford. Et en plus, cette fameuse enquête, vraiment pour que Louisa commence à sentir que potentiellement les morts qui ponctuent comme ça les différentes années, les différentes années pendant lesquelles on va suivre cette histoire, bah ça arrive assez tard dans le roman, quoi. C'est juste une nana qui est là, qui est au service de sa patronne, qui du coup elle l'aide à faire du shopping, l'aide à s'habiller, qui virevolte un petit peu comme ça dans la haute société, mais qui également virevolte dans la société de sa classe sociale, quoi. Enfin vraiment, on est plus en train de suivre des gens qui vivent, et l'enquête elle arrive super tard. Et en vrai, l'enquête est en soi pas très palpitante, franchement. Alors, je mens. Vers la fin, ça devient quand même, je dirais, peut-être les 50 dernières pages du livre, les 70 dernières pages, ça devient un petit peu plus addictif, ça devient intéressant, parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Mais pour un roman qui fait 433 pages, bah les 70 dernières pages, ouais, t'as déjà une grosse majorité du roman est déjà passée avant que la partie enquête devienne vraiment palpitante, et où là j'ai été prise au jeu, où j'avais envie de connaître l'identité du coupable, où j'étais vraiment prise dans cette histoire, pas de façon haletante, pas de façon hyper prenante, etc. Mais j'avais envie de savoir. Mais par contre, tout le chemin, bah faut se le farcir, hein. Clairement, c'est vraiment parce que j'avais pas envie d'abandonner ce livre, parce que je me suis un petit peu entêtée. Je me suis dit, bah voilà, ce sera l'occasion de pouvoir critiquer, de pouvoir dire du mal d'un bouquin. Et moi, de temps en temps, je suis une bad bitch, et j'aime bien critiquer un petit peu, voilà, les choses dans la négative. Plutôt qu'abandonner, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, et ainsi, bah, j'aurai le fin mot de l'histoire, et je saurai si ça vaut la peine ou non de continuer la saga. Bon, je ne vais pas continuer la saga, vous l'aurez compris, hein, je n'ai pas apprécié ma lecture. Voilà, donc grosso modo pour mon avis, donc enquête qui arrive très tard, qui est palpitante sur la fin, mais pour tout le chemin pour arriver jusque là, faut quand même se le farcir, parce que c'est juste des mondanités en fait. Et Louisa, donc qui est aussi, comme je l'ai dit, entre le monde des personnes extrêmement riches et sa condition sociale de personnes beaucoup plus pauvres, et donc on oscille comme ça entre ce qui se passe dans la cuisine, ce qui se passe en haut, un petit peu Downton Abbey, vibe, mais en 1000 fois moins bien, clairement. Et en plus de cela, je trouve que les personnages sont pas... ils sont vraiment pas ouf. Donc j'ai déjà parlé de Diana, qui est vraiment insupportable, qui est... Bref, elle m'a véritablement saoulée. C'est un personnage qui est totalement désagréable à suivre. Et Louisa, pour le coup, elle est pas mieux. Alors elle est un petit peu plus agréable, elle est moins excentrique et exécrable que sa patronne, mais ça reste une nana qui veut sortir de sa condition, qui critique les gens de la haute, et puis finalement qui se met à plat devant ces gens parce que bah, elle a besoin d'eux pour survivre. Et elle a pas vraiment, je trouve, elle a pas vraiment de caractère. Elle est assez lisse, Louisa. C'est pas...
Ouais, c'est pas agréable de la suivre. La seule chose que j'ai trouvé intéressante chez cette fille, c'est l'histoire d'amour qu'elle développe avec le policier qui l'aide. Donc forcément, elle résout l'enquête, mais il faut quand même quelqu'un d'officiel qui arrive, quoi, hein, pour pouvoir arrêter les gens, tout ça, faire les dépositions en bonne et due forme, machin chouette. Donc forcément, il y a un policier qui intervient et elle va développer une histoire d'amour avec ce policier. Et ça, j'ai trouvé ça mignon parce que je trouve que leur couple fonctionne bien, mais Louisa toute seule, elle est insipide. Vraiment, elle casse pas trois pattes à un canard et c'est pas ouf de la suivre, quoi. Donc voilà. Et encore une chose qui m'a fortement dérangée dans ce livre, c'est qu'en fait, j'en ai déjà parlé, je comprends pas pourquoi cette saga déjà s'appelle Les Sœurs Mitford Enquête, parce qu'elles enquêtent pas du tout, elles sont juste là comme prétexte pour donner un cadre à l'histoire. Mais surtout, je m'interroge, pourquoi est-ce que l'autrice a voulu... Enfin, parce que la famille Mitford a vraiment existé, les sœurs Mitford ont vraiment existé, c'est des personnages réels, historiques, mais quand on se renseigne un petit peu sur la famille, la première de la famille, donc Nancy, c'est une snob plus, aussi désagréable que sa sœur. Et puis ensuite, parmi les sœurs Mitford, dont notamment Diana, qui va être pro-fasciste, qui va se marier avec le chef, le créateur du parti fasciste en Angleterre. Elle va se marier avec lui et la cérémonie a lieu chez Goebbels en présence d'Hitler. On a ensuite celle qui suit, qui s'appelle Unity, je pense, la sœur juste après Diana. Ouais, parce qu'on a le petit arbre généalogique ici. Ouais, Unity, elle est fascinée par l'Allemagne nazie, elle est complètement gaga de Monsieur Adolf Hitler, à tel point que on la soupçonne d'avoir été sa maîtresse et d'être tombée enceinte d'Adolf Hitler. Elle va faire d'ailleurs une tentative de suicide à la déclaration de la guerre parce que du coup, ces deux patries, sa patrie d'origine et sa patrie de cœur, entrent en guerre et elle ne peut le supporter parce que donc elle est anglaise et elle est fascinée par l'Allemagne, fascinée par Hitler, etc. Puis ensuite, on va avoir Jessica qui, elle, je pense que c'est elle qui est... Oui, il me semble que Jessica, elle, c'est une communiste plus. Enfin bref, bon, voilà. Peu importe ses orientations, politiques, mais je trouve ça quand même dingue de vouloir mettre en avant une famille qui a réellement existé et une famille qui est hyper borderline et de mettre en avant des personnages qui sont pro-fascistes et pro-nazis. Parce qu'en fait, la saga des sœurs Mitford va suivre les 6 sœurs Mitford. Chaque tome est dédié à une sœur. Donc le premier, c'était Nancy, qui est une écrivaine hyper snob et aussi désagréable. Le deuxième, c'est avec Pamela, qui elle est la sœur peut-être la plus réservée, qui est hyper fan des animaux, mais comme la critique aime bien l'appeler, c'est une bergère en dentelle de Bruges ou en dentelle de Bruxelles. Je sais plus exactement la citation, mais bon voilà quoi, quelqu'un qui se prend pour Marie-Antoinette à la ferme, quoi. Voilà, vous voyez un peu le genre. Et puis ensuite, donc le 3e tome dédié à Diana, donc cette pro-fasciste. Et franchement, je sais pas, je trouve ça bizarre de prendre cette famille pour écrire des romans. Parce que moi, mettre en avant des personnages qui ont quand même des opinions politiques qui sont assez extrêmes et auxquelles je n'adhère pas du tout, moi ça me gêne un petit peu, je vous avoue. Et en fait je me dis pourquoi ne pas avoir fait comme dans Downton Abbey par exemple, si l'autrice voulait véritablement utiliser le cadre historique du début du XXe siècle avec un personnage, pouvoir osciller entre la noblesse et la classe plus populaire, donc forcément il faut trouver comme Downton Abbey, quelqu'un qui évolue entre les deux milieux, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est au service d'une famille noble. Pourquoi elle a juste pas inventé une famille totalement fictive pour placer son intrigue, donc une famille qui aurait également 6 filles, où dans chaque tome on pourra suivre l'une de ces 6 filles dans leurs aventures totalement inventées. Alors elle aurait pu, comme dans les tomes, parce qu'à chaque fois les livres sont inspirés d'un meurtre pas d'un meurtre, mais d'un drame et d'une mort qui a réellement existé. Donc par exemple ici, la servante au tout début du roman, dans la vraie vie, il y a vraiment une servante lors d'une soirée de la famille Guinness qui est passée à travers la verrière, sauf que ça a été déclaré comme accident. Ici, on va apprendre que ce n'est pas le cas. Enfin bref, c'est toujours inspiré d'un meurtre réel. Elle aurait pu également s'inspirer de l'actualité pour les meurtres qui font écho à ce qui s'est réellement passé, mais dans un cadre totalement fictif, avec une famille totalement fictive, et oui, on est dans une époque assez spéciale, pourquoi pas évoquer la montée de ces personnes en Allemagne, avoir des personnages qui commencent à s'interroger, voire à s'intéresser au fascisme, etc., mais
pourquoi placer au centre de son enquête une famille, voilà, aussi... je sais pas. Moi, ça me gêne fortement, d'autant plus que dans ce livre-là, il y a Tom, qui est le frère, parce qu'en fait, la famille Mitford est composée de 7 enfants, il y a 6 filles et un fils, Tom, qui va mourir pendant la Seconde Guerre mondiale, et Tom, pareil, il va en Allemagne, il est totalement fasciné par les nazis, et on a dans ce roman des discussions entre Diana et Tom, qui parlent de ces gens géniaux qui arrivent au pouvoir en Allemagne, et c'est trop bien, et ils sont trop cool. Et voilà, alors peut-être que ça fait écho à des dialogues qu'il y a vraiment eu en Angleterre à cette époque, sans doute, mais je ne sais pas. À l'heure actuelle, moi, ça me choque personnellement d'avoir ce genre de discours et de mettre ce genre de personnes en avant. Donc du coup, sachant que le prochain tome est dédié à Unity, qui est donc la BFF hein, de monsieur le moustachu, non. Clairement, je ne vais pas continuer la saga, même si... c'est romancé, qu'il y a pas mal de choses inventées, que ça reste de la fiction malgré tout. Je n'ai pas envie de la continuer parce que je me suis fortement ennuyée dans ce livre-là. Et en plus, ça met en avant des personnes qui ont eu une histoire à laquelle je n'adhère pas du tout. Voilà, chacun, on fait des erreurs, everybody makes mistakes, hein, comme dirait Hannah Montana, mais ça, moi, ça passe un petit peu au-dessus de ce que je peux accepter. Je peux accepter beaucoup de choses, mais voilà, pas ça. Bref, donc du coup, un long discours pour vous dire que je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. À part les 70 dernières pages qui étaient, qui se laissaient lire, ça a été un vrai chemin de croix. Voilà, pour terminer ce bouquin, je l'ai terminé, je suis ravie, mais je ne continuerai pas la saga et voilà. Petite déception pour moi, mais ça arrive. Du coup, étant donné que j'étais sur un échec par rapport à ce Cozy Mystery, j'avais pas envie de rester voilà, en bisbrouille avec ce genre littéraire que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, je me suis dit que j'allais sortir un nouveau Cozy Mystery de ma palle pour voilà, me redevenir copain avec le genre littéraire. Et j'ai décidé de sortir quand même un livre qui est une valeur sûre. Il s'agit d'un livre donc de Nadine Monfils, qui est Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 2 qui se passe à Knock-le-Zout, pardon. J'ai voulu faire l'accent belge et c'était totalement raté. J'ai bégayé, j'ai bafouillé, c'est la honte, ça a perdu tout son effet comique, mais bon, bref. Donc à Knock-le-Zout, une fois. Le premier tome qui s'intitule Nom d'une pipe, je l'ai lu l'année dernière, l'année d'avant, non, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé cette saga qui met donc en scène Magritte et sa femme Georgette, et aussi bien dans le premier tome que dans le deuxième tome, ils vont enquêter sur un meurtre qui a eu lieu et on va les suivre comme ça dans leur pérégrination, dans leur enquête pour... trouver le coupable du mystère. Ici, donc, on retrouve les deux Belges une fois à Knock-le-Zout. Ils sont en vacances et dans leur hôtel, ils vont plus ou moins sympathiser avec leur voisin de table lors de leur premier souper. Qui est à la recherche de sa femme parce que sa femme est journaliste et elle aurait apparemment disparu et donc il serait à sa recherche. Et donc du coup, Magritte et Georgette, et surtout Georgette, elle fait « Ah, le pauvre machin bidule chouette », alors que lui, Magritte, il n'en a absolument rien à faire des problèmes sentimentaux de ce monsieur qui dîne à côté d'eux, qui soupe à côté d'eux, ou qui dîne à côté d'eux, voilà, pour les Français, pas de jaloux, même si on parle d'un Cozy Mystery bien belge, eh bien, je vais faire la traduction pour que les deux clans puissent comprendre, donc voilà. Donc en fait, ils mangent au soir à l'hôtel, voilà. Et donc Magritte n'en a cure de ce que l'autre est en train de raconter, mais Georgette, bon, comme elle est plus sympa que son mari, voilà, elle écoute un petit peu, platati, patata et tout. Le lendemain, Magritte et Georgette décident d'aller bronzer sur la plage parce que, chose exceptionnelle, il fait grand soleil à la mer du Nord, donc ils profitent du beau temps et vont sur la plage, et leur chien va un moment gratouiller à côté d'un... Comment on appelle ça? D'un brise... d'un brise-vague ou je ne sais plus, mais bon bref, ils vont trouver un peu plus loin dans le sable, donc leur chien commence un petit peu à aboyer et à gratouiller le sable comme ça, et en fait Loulou, donc qui est le chien de Magritte et Georgette, va déterrer une main,
Et cette main appartient à leur fameux voisin du souper/dîner. Et ben, René et Georgette sont super contents parce que... Enfin, super contents. On s'entend, et c'est désastreux de tomber sur un cadavre, mais eux, ils vont voir une aubaine pour se livrer à leur petit plaisir secret, donc c'est-à-dire enquêter et essayer de trouver le meurtrier de cet homme, parce que si au début on pourrait croire à un accident, à une noyade, Magritte et Georgette, eux, pensent plutôt à un meurtre et donc vont décider d'enquêter voilà, sur les circonstances qui a amené ce pauvre homme à se retrouver enterré dans le sable et mort noyé. Voilà pour le résumé de cette histoire bien belge. Franchement, j'aime bien, c'est une vraie bouffée de fraîcheur. Alors ici, on est dans un Cozy Mystery, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'enquête, elle n'est pas au premier plan. Bien évidemment, ce qui est au premier plan, bah, c'est un petit peu le voyage de Magritte et Georgette à la mer du Nord, ce qu'ils font, donc les balades en quick stacks. Pour mes amis français, je vous laisse aller voir c'est quoi un quick stacks sur internet. Ils mangent des croquettes aux crevettes, ils mangent des moules frites, ils profitent de la mer du Nord, ils vont au casino de Knokke-le-Zout, ils vont également faire des balades à Ostende, enfin bref, ils profitent un petit peu. En parallèle, on a également pas mal de discours sur Magritte en lui-même, son enfance, sa vie, comment il était en tant que personne, son caractère. On a aussi beaucoup de références à sa peinture et à l'histoire de l'art. Et puis, juste derrière ça, on a forcément l'enquête qui avance tout doucement. Mais je trouve, je sais pas, l'ambiance de ce Cozy Mystery, ça me plaît beaucoup. Magritte, c'est un peintre qui me fascine depuis que je suis toute petite. Et donc, du coup, d'être plongée comme ça dans un livre qui fait office, entre guillemets, de biographie, de livre d'histoire de l'art et en même temps de livre de divertissement, moi, ça me plaît beaucoup parce que j'apprends pas mal de choses sur le caractère et sur la vie de ce peintre. Et en plus, il y a cette petite enquête comme ça et c'est saupoudré d'humour parce que Magritte a quand même un sale caractère et Nadine Monfils, elle le dépeint vraiment comme je suppose il était réellement, mais toujours avec une touche d'humour dans sa plume, donc je trouve ça hyper agréable de suivre ce bonhomme un petit peu grincheux et un petit peu casanier qui va suivre pourtant sa femme dans la quête du meurtrier et qui va sortir ainsi de sa zone de confort. Et puis on a Georgette qui est un petit peu plus normale, entre guillemets, qui elle, batifole un petit peu, qui est totalement excitée par ce qui lui arrive. Elle met son nez un petit peu n'importe où, tout ça, donc j'aime beaucoup la dynamique de ce couple et le fait qu'ils enquêtent sur ce meurtre. Et ce que j'aime beaucoup, donc je le disais, Nadine Monfils, elle a une plume teintée d'humour. Elle met pas mal de références belges, notamment les cuistax et d'autres références de la langue belge qui est très développée, avec plein de belgicismes, etc. et plein d'expressions, notamment bruxelloises. Et je trouve ça, en tant que belge, je trouve ça vraiment frais, je trouve ça distrayant, ça me fait véritablement plaisir de voir ma culture, mon patrimoine, les expressions que j'entends depuis que je suis toute petite, écrites noir sur blanc dans ce bouquin. Et ça me fait vraiment plaisir de partir à l'aventure en Belgique avec Magritte, donc René Magritte et sa femme Georgette. Franchement, je passe un bon moment. J'ai bien avancé quand même, je suis à la page 122 sur 560. Donc je suis presque... 560, qu'est-ce que je raconte ? 260, pardon. Je suis à la page 122 sur 260. Voilà, donc je suis presque à la moitié du bouquin. Ça, c'est les notes de l'auteur et autres petites... voilà. Donc je suis presque à la moitié et franchement ça se lit vite, ça se lit bien. Les chapitres en plus sont super courts, donc ça donne vraiment du rythme à l'intrigue. Dès qu'on commence un chapitre, on sait très bien qu'on n'en a pas pour 200 pages. Ça c'est quelque chose que je reprochais un petit peu notamment aux détectives du Yorkshire. Une fois qu'on commençait ou du Yorkshire pour mettre l'accent anglais, une fois qu'on commençait un chapitre, je trouvais que on était très longtemps quand même dans un chapitre parce qu'ils étaient relativement longs. Ici pas du tout, c'est très très court, ça fait à chaque fois aller 3-4 pages maximum, 5-6 pages, allez, et du coup ça donne encore plus de rythme à l'histoire. Et franchement, je passe un super bon moment quoi, avec mes petits compatriotes d'une autre époque.
Ah oui, j'allais conclure le vlog, mais en fait, j'ai oublié de vous parler de mes lectures audio. Parce que j'ai terminé le livre que j'écoutais depuis quelques semaines, qui est La Chambre des Morts de Franck Tillier. Donc pour rappel, on suivait Vigo et Sylvain, qui ont malheureusement été licenciés voilà, par une firme et qui un jour ont décidé d'aller se venger en taguant des mots pas très gentils sur la façade de leur ancien employeur. Et pour pimenter leur soirée, ils ont décidé de faire une petite virée en auto, voilà, d'aller rouler à toute berzingue sur une route de campagne avec les phares éteints, etc. pour avoir un bon shot d'adrénaline. Sauf que pendant leur rodéo sauvage, ils vont choper quelqu'un et le tuer sur le coup. Et au moment où en fait ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, à côté du cadavre qu'ils ont, donc de la personne qu'ils ont renversée, ils trouvent un énorme sac rempli de billets à hauteur de 2 millions d'euros. Et donc leurs scrupules vont très vite être atténués parce que comme ils sont au chômage, ils sont un petit peu ric-rac niveau argent, et l'appât de la drogue verte va voilà, les attirer, et ils vont donc se débarrasser du corps et emporter le pactole avec eux. En parallèle, on va suivre Lucie Hennebel, qui est brigadière à la gendarmerie ou à la police, je ne sais plus, enfin elle est brigadière donc pour les forces de l'ordre en France, dans la même région. Et elle, par un petit peu une circonstance, un concours de circonstances, elle va être mise sur une enquête de disparition d'enfants parce qu'il y a une petite fille qui a été enlevée, et on va retrouver malheureusement le cadavre de cette petite fille parce que en fait la personne qui avait enlevé la petite fille avait demandé une rançon à la famille. Le papa était censé rapporter la rançon de 2 millions d'euros, sauf qu'il n'est jamais arrivé au point de rendez-vous. Vous aurez compris pourquoi. Et du coup la personne qui a enlevé la petite fille l'a tuée, et elle ne va pas s'arrêter à cette petite fille, elle va bien évidemment continuer à enlever d'autres enfants. Et donc Lucie Hennebel va enquêter sur cette personne qui enlève des enfants et va essayer de remettre les pièces de tout le puzzle pour trouver l'identité. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Parce que si nous, on sait que Vigo et Sylvain ont... voilà, hein, ont tué, enfin je dis ça avec un énorme sourire mais c'est horrible, si nous on sait que Vigo et Sylvain sont les responsables de la mort et de la disparition du corps du papa, les policiers eux ne sont pas du tout au courant, et donc doivent remettre un petit peu le puzzle en place pour essayer de démêler cet échafaud de nœuds et trouver voilà qui est le coupable, etc. Et donc on va suivre ces deux histoires en parallèle, Vigo et Sylvain et l'enquête de Lucie Hennebel, qui ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, vont se rejoindre. Voilà, donc j'ai terminé ce livre hier en allant courir. Je l'ai écouté pas mal de fois, enfin j'ai terminé le bouquin cette semaine, quoi. Il me restait à peu près 2h30, quelque chose comme ça. Et j'ai terminé cette semaine. Franchement, c'était une chouette lecture. Je vais pas mentir, à la fin, j'avais un petit peu mon attention qui relâchait, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu... je vais pas dire tiré en longueur, mais un petit peu tiré par les cheveux quand même l'histoire. Et à la fin, j'avais un peu du mal, entre guillemets, à croire à la crédibilité de ce livre, mais ça reste quand même une histoire qui est plaisante à suivre, qui est hyper haletante. Franck Tillier arrive à manier le suspense, voilà, il a un don, quoi, voilà, pour nous embarquer dans cette histoire. Sa plume est hyper agréable, en plus à l'écoute, ça passe hyper crème. Il arrive bien à gérer son intrigue, à gérer les retournements de situation, à nous mettre en état de tension, puis ensuite nous faire baisser notre garde pour mieux nous taper par derrière. Enfin bref, il arrive véritablement bien à gérer son histoire, son suspense, et à nous offrir quand même quelque chose d'agréable à lire ou à écouter. Mais à la fin, je commençais un petit peu à me lasser. Et surtout, je trouve que la fin de l'histoire, c'est un petit peu rocambolesque, quoi, voilà. On sait que Lucie Hennebel est l'un de ses personnages principaux. Donc en fait, Franck Tillier a deux personnages principaux. Il a Franck Charcot, dont je vous ai déjà parlé avec Train d'enfer pour Ange Rouge, et Lucie Hennebel. Et en fait, chacun vont d'abord avoir 2 tomes à eux seuls, et puis ensuite ils vont se rejoindre pour une 5e enquête, et puis ils vont continuer à faire chemin commun. Et donc c'est pour ça que dans la saga Charcot-Hennebel, le premier tome c'est avec Charcot, le 2e Hennebel, le 3e Charcot, le 4e Hennebel, et le 5e avec les 2 personnages pour continuer ad vitam aeternam, je ne sais pas, mais continuer pendant assez longtemps avec ces 2 personnages qui vont finalement faire chemin commun. Voilà, donc dans ce tome-ci, on découvre Hennebel, on sait que c'est un personnage du coup qui va être amené à revenir.
Et c'est vrai que quand on lit la fin, bah voilà, c'est... Ouais. Et puis c'est un petit peu rocambolesque, quoi. C'est vrai que quand j'ai entendu cette fin, j'ai un petit peu levé les yeux au ciel. Je me suis dit, ouais, bon, Frankie, voilà, oui, c'est bien, ça fait le taf, mais quand même. Et pourquoi? Pourquoi il a fallu tant de mots, tant de... Oh là 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 là, pourquoi en faire tout un plat, finalement, hein? Voilà. Voilà un petit peu ma réaction à la fin. Et c'est vrai que hier, quand j'ai terminé le bouquin, il me restait, il me semble, 40 minutes à écouter hier. Et sur le dernier quart d'heure, j'avais un petit peu mon esprit qui partait, quoi. J'avais véritablement envie de terminer ce livre. C'était intéressant, c'était haletant, mais je pense que j'ai... le pourquoi de j'étais un petit peu genre, bon allez, c'est parce que j'ai quand même pas mal enchaîné les Franck Tillier dernièrement. J'ai lu, donc Il était deux fois, j'ai lu Labyrinthe également. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai écouté Train d'enfer pour Ange Rouge. Et ici maintenant, j'ai écouté La Chambre des Morts. Et donc c'est vrai qu'en 1 mois et demi, 2 mois, j'ai enchaîné 4 Franck Tillier. Et bah, mine de rien... Il a toujours un petit peu les mêmes ficelles, quoi, au niveau de ses intrigues. On sait très bien que... Voilà, les apparences sont parfois trompeuses, qu'il y a des petits cliffhangers qui glissent là, mais comme tu as lu plusieurs Tillier avant, tu comprends que tu n'es pas dupe, tu vas pas te faire avoir. Et en plus, ici, dans La Chambre des Morts, ça c'est complètement un hasard, mais il y avait une thématique commune au livre que j'ai lu récemment, donc Il était deux fois et Labyrinthe. Il parle des écorchés de Fragonard, qui est donc un artiste... Oui, un artiste, voilà. C'est la Noémie du montage, encore. Alors je viens ici pour corriger, nuancer un petit peu plus mes propos et donner quelques petites précisions parce que ce que je viens de dire au sujet de Honoré Fragonard pourrait prêter à confusion. En fait, Honoré Fragonard, c'est pas vraiment, donc qui est connu pour ses écorchés, c'est pas vraiment un artiste. En fait, de base, c'est un anatomiste, un professeur d'université et un chirurgien qui a réalisé donc ces fameux écorchés en disséquant minutieusement des humains et des animaux. Et en fait, il a donné des poses artistiques à ces fameux écorchés. Mais en soi, ce n'est pas un artiste. Et pourquoi je viens ici nuancer mon propos? Parce qu'il y a un autre Fragonard qui est connu en tant qu'artiste, en tant que peintre, c'est Jean-Honoré Fragonard. Donc voilà, là on a affaire à Honoré Fragonard qui fait les écorchés et son cousin germain, Jean-Honoré Fragonard, qui lui est réellement un artiste peintre. Et donc je trouvais qu'ici mon propos pouvait porter à confusion et donc je tenais bien à remettre les choses en place. Donc je parle bien de Honoré Fragonard, qui est anatomiste, chirurgien, professeur d'université, qui est célèbre pour ses écorchés, auxquels il a donné des positions artistiques, mais ce n'est en aucun cas un artiste. L'artiste de la famille, c'est Jean-Honoré Fragonard. Voilà. Qui exposait des corps écorchés, mais des corps, des vrais corps, d'humains, d'animaux, etc. Enfin voilà, donc c'est assez particulier. Et en fait, il va parler des écorchés de Fragonard qui servent, donc les écorchés qui servent d'exemple aux personnes pas très très fréquentables et dans Il était deux fois et dans Labyrinthe et également dans La Chambre des Morts. Et donc du coup, c'est vrai que d'avoir retrouvé dans ma dernière lecture papier et dans ma lecture audio la même thématique, donc de ces écorchés de Fragonard, je me suis dit... Tu tournes un petit peu en rond niveau référence, monsieur Tillier. Donc, ça m'avait un peu lassé sur les bords. Autant, dans Il était deux fois et dans Labyrinthe, comme ça fait partie d'une trilogie et que les livres sont liés, qu'il y ait les mêmes références, je comprends tout à fait, ça fait sens. Mais là, dans un roman qui a été écrit des années avant, ok, c'est... quelque chose de très particulier, les écorchés de Fragonard, mais je sais pas, ces concours de circonstances, moi, ça m'a un petit peu dérangé qu'il réutilise cette référence dans ce bouquin-là, parce que j'avais une impression de déjà-vu, ça... Voilà, le fait qu'il tourne autour de cette thématique, il peut pas faire 1000 discours au niveau de l'analyse de l'œuvre de Fragonard, et donc ce qu'il disait dans Labyrinthe et dans Il était deux fois, c'était redit dans La Chambre des Morts, et donc j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond au niveau des thématiques, enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, je pense que j'ai un peu moins apprécié ce livre-là par rapport aux autres parce que j'ai lu trop de Franck Tillier, voilà, dans une courte période. Après, ça n'en reste pas
moi, une bonne lecture. C'est un roman qui fait totalement le taf, c'est un thriller prenant, haletant, noir à souhait. On a encore une fois avec des personnages qui sont totalement toc toc du ciboulot. Enfin bref, c'était sympa, mais je lui ai trouvé quand même quelques petits défauts. Une fin un petit peu, voilà, qui fait un petit peu lever les yeux au ciel. Comme d'habitude, comme chez Franck Tillier, les fins sont extrêmement rapides, donc t'as l'impression que tout est compris et tout est déballé en deux-deux, donc voilà, ça rajoute un petit peu le lever les yeux au ciel, quoi. Et puis voilà, cette redondance au niveau des thématiques qui m'a un petit peu gênée, mais bon, ça reste quand même une très très bonne lecture. Ensuite, pour dimanche du coup, hein, comme j'ai écouté que 40 minutes et que mon run faisait 1h40, il fallait quand même que je m'occupe encore pendant une bonne partie de ma petite course. Et donc j'ai décidé d'écouter un livre que j'ai en physique dans ma palle. Figurez-vous qu'en fait j'ai reçu un mail de la part d'Audible qui présentait les livres gratuits du mois. Et parmi les livres gratuits pour le mois de mai, pardon, parce qu'on est déjà en mai, oui, en plus j'ai fait la blague de Star Wars tout à l'heure, donc oui, nous sommes en mai. Eh bien, il y avait la liste de Florian Dennisson, qui est un livre que j'ai en physique dans ma palle, et donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, et d'écouter un livre que j'ai en physique, ainsi ça me permettra de vider un petit peu ma palle en faisant comme ça. Voilà, donc j'ai écouté environ un tiers du bouquin. Je suis au chapitre 10, page 119, sur 350. Voilà, donc oui, environ un tiers du bouquin, quoi, voilà, que j'ai lu. Alors, dans cette histoire, on va suivre Maxime Monceau, qui est spécialiste du langage non verbal, qui était en burn-out et qui revient dans son équipe de police. Et le jour de son retour, il y a un homme assez chelou qui débarque et qui clame, qui n'arrête pas de clamer « Je les ai tous tués, je les ai tous tués ». Et puis quand les flics demandent un petit peu plus d'approfondissement et de précision, cet homme va noter 4 noms sur une liste. Et du coup, la police, elle se dit, ok, est-ce qu'il les a tués, etc. La police va commencer à enquêter sur ces 4 personnes, sauf qu'ils ne vont trouver aucun corps, aucun indice quant à la possible mort, ou est-ce qu'ils sont en vie, est-ce qu'ils sont morts, enfin voilà, ils ne trouvent absolument rien autour de ces personnes, et donc tant qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas réellement d'enquête, et donc du coup, ils ne savent pas si ces personnes sont encore en vie ou pas. Et donc, ce fameux monsieur qui clame qu'il les a tous tués est placé en garde à vue, sauf que comme ils n'ont pas matière à les garder plus longtemps, eh bien, il faut qu'avant la fin de la garde à vue, ils avancent dans cette enquête, parce que, voilà, sans preuve, le suspect va être relâché et il pourrait potentiellement continuer sa folie meurtrière sans qu'on découvre quoi que ce soit. Et donc, Maxime Monceau va rejoindre l'enquête pour essayer de trouver, voilà, des indices sur cette personne et sur ses potentielles victimes. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors, donc j'ai écouté un tiers, je suis encore au début de l'histoire. C'est pour ça que c'est encore assez compliqué de vous faire le résumé, parce que même si les bases sont posées au tout début du livre, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, on ne sait pas trop qui on a affaire, ça reste encore très très mystérieux, et donc du coup c'est hyper intriguant. Voilà, et franchement j'ai écouté j'ai écouté un tiers. J'ai trouvé ça sympa, c'est encore très nébuleux pour l'instant, je m'interroge, je me pose plein de questions, enfin bref, voilà, ça reste encore très très mystérieux. Et alors j'ai aussi, je tique un petit peu en fait sur le personnage de Maxime Monceau, parce qu'il est hyper chelou, franchement il est hyper perché comme gars, il a des techniques d'investigation bien particulières, assez chelou, et en fait il travaille notamment avec un nouveau collègue, en fait, Maxime est parti en burn-out et il y a quelqu'un qui l'a remplacé pendant les 2 mois où il n'était pas là. Sauf que cette personne, elle reste dans l'équipe, et Maxime va faire équipe avec lui, sauf que lui, comme il a débarqué au moment où l'autre était parti, il n'est pas habitué à la bizarrerie de cet enquêteur, et donc il fait face à un Maxime qui a des techniques totalement perchées, et il se pose plein de questions, et en fait, nous, en tant que lecteurs, on ne peut que rejoindre l'avis de cet autre personnage, c'est de se dire, mais waouh, il est chelou, ça, voilà, c'est vraiment un... Bon, bref,
ça va faire ses preuves, hein, je suppose, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage assez particulier, qui est vraiment chelou. Et en plus, cette histoire, elle est encore assez nébuleuse là où j'en suis. Donc voilà. En tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à écouter ce livre. Je suis bien dans l'histoire, j'ai hâte d'y retourner. Donc écoutez, je me laisse porter et on verra au prochain vlog si j'ai un petit peu plus de choses à vous dire à son sujet. Et voilà, c'est sur ce long avis lecture que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés cette semaine et quel est votre avis à leur sujet? Ou alors si vous ne les avez pas encore lus, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait et pour soutenir ma chaîne, je vous invite fortement à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, moi comme toujours je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!